La vengeance est un acte d'attaque d'un individu contre un second, motivé par une action antérieure du second, perçue comme négative par le premier. Il peut s'agir de personnes morales, de groupes familiaux ou ethniques, d'institutions, notamment pour le second individu. Évidemment, vous vous en doutez, ce n'est pas moi, mais tout simplement une définition venant du web. Non, selon moi, la vengeance est plus complexe que ça, car ce n'est pas un but, mais un outil, un moyen, pour être serein. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de Ho Daetsu, de sa vengeance. Bon, avant de continuer, je vous rappelle que cette vidéo est une chronique audio et donc l'écran n'est pas important. Donc, on passe tout de suite au sujet de la vidéo, c'est Old Boy. C'est donc un film de Park Chan-wook, sorti en 2001, adapté du manga de Nobuaki Mijinshi et de Garon Chugia, sorti en 1997. Le manga est japonais et le film est sud-coréen. Alors je tiens tout de suite à exprimer mon désarroi et surtout à dire que je suis désolé si je prononce mal les noms qui sont de consonance asiatique et je n'ai pas l'habitude de cela. Voilà. Donc, inspiré du conte de Monte Cristo, Old Boy est un thriller de 2 heures qui parle de vengeance. Voilà d'où vient l'intro. Mais avant de continuer avec le film, je vous conseille le manga. Rien que pour le dessin, et je ne parle même pas du scénario, pour ça nous en parlerons durant l'analyse du film, dont le résumé vient tout de suite. Alors qu'il s'apprêtait à fêter l'anniversaire de sa fille, Ho Dae-soo est arrêté par la police pour ivresse sur la voie publique. Arrivé plus tard, son ami Jo-wan persuade les policiers de le laisser repartir, mais sur le chemin de retour, Ho Dae-soo est enlevé. Il est ensuite séquestré dans une pièce sans savoir par qui ou pourquoi son seul lien avec l'extérieur est une télévision, par laquelle il apprend que sa femme a été assassinée, qu'il est le principal suspect du meurtre et que sa fille a été confiée à des parents adoptifs. Ho Dae-soo passe le temps en s'entraînant à boxer contre les murs et en essayant de creuser un tunnel pour s'échapper. De plus, il se cultive grâce à la télévision et il se tient informé pour ne pas être largué le jour où il est libéré si un jour ça arrive. On parlera de cette scène qui est symptomatique du talent du réalisateur. Il est donc relâché 15 ans plus tard, dont un petit cadeau on va dire, c'est-à-dire qu'en fait tout simplement sur sa main on peut voir une marque de tatouage par année qu'il est resté enfermé ici. Vous savez, un peu comme les prisonniers dans les films, donc 4 traits parallèles avec un trait qui coupe les 4 autres. Voilà, lui, il a 15 marques comme ceci pour montrer qu'il est resté 15 ans, pour qu'il se rappelle qu'il est resté 15 ans. Et évidemment, il est resté toujours enfermé, mais surtout il a été relâché après 15 ans, sans explication. Ho Dae-soo se voit donc confier un téléphone et est contacté par le commanditaire de son enlèvement alors qu'il est dans un restaurant. Après avoir dévoré un poulpe vivant, il s'évanouit et Mido, la chef cuisinière, est prise de compassion et le recueille chez elle. Ho Dae-soo tente maladroitement d'avoir des relations sexuelles avec elle, mais est repoussée par Mido qui lui avoue néanmoins qu'elle est elle aussi très attirée par lui. Nargué par le mystérieux commanditaire de son enlèvement qui communique par message internet avec Mido, Ho Dae-soo enquête. Il communique en faisant, il enquête en faisant le tour des restaurants et un jour il reconnaît le goût des raviolis qu'il a eu comme seul repas pendant 15 ans. Il suit un livreur et retrouve ainsi son lieu de détention. Il torture le responsable, Park Chan-wook, et en lui arrachant les dents avec un marteau. Et donc, en le torturant, il apprend que la raison donnée pour sa détention était qu'il parlait trop. Il quitte ensuite les lieux après avoir mis hors de combat tous les hommes de Park Cheol-won dans une scène magnifique, dont Karim Debache, oui, encore lui, a parlé dans un épisode de Crost. Et là on passe à la zone spoiler. Croyez-moi, ce film vaut très largement le coup d'être vu, il est absolument incroyable. Donc, comme d'habitude, vous pouvez m'écouter si vous vous en fichez du spoil, mais je vous le conseille quand même. Je vous conseille le film, pas le spoil. Donc, spoiler, 3, 2, 1... Donc,
Une fois qu'il a réussi à mettre hors d'état de nuire tous les hommes de Lee Woo-jin, effectivement, c'est Lee Woo-jin, le commanditaire, qui se révèle à Oh Dae-soo, notre héros. Il lui donne 5 jours pour découvrir pourquoi il l'a fait emprisonner. S'il réussit, Lee Woo-jin se suicidera, mais s'il échoue, Mido sera tué. Oh Dae-soo et Mido finissent par coucher ensemble. Oh Dae-soo retrouve son ami Ju-hwan, l'ami du début, qui l'a sorti de chez les flics, et il apprend que Lee Woo-jin était dans le même lycée qu'eux. Il se rappelle alors l'avoir surpris en train d'avoir des relations avec sa propre sœur Soo-ha, et en avoir parlé juste avant son départ du lycée, lançant ainsi une rumeur qui a poussé Soo-ha au suicide. Lee Woo-jin, qui espionne Ju-hwan pour se tenir informé des découvertes, tue celui-ci après l'avoir entendu dire du mal de Soo-ha. Au terme des 5 jours, Oh Dae-soo va trouver Lee Woo-jin et reconnaît sa responsabilité dans la mort de Soo-ha. Lee Woo-jin lui révèle alors que Mido est sa propre fille et qu'il les a fait hypnotiser tous les deux pour qu'ils tombent amoureux et commettent l'inceste. On en reparlera. Lee Woo-jin le menace de faire la même révélation à Mido et Oh Dae-soo va jusqu'à se couper la langue avec une paire de ciseaux pour l'en dissuader. Lee Woo-jin, satisfait, accepte d'épargner la vérité à Mido et se suicide peu après. Oh Dae-soo contacte la femme qui l'avait déjà hypnotisé afin qu'elle efface de sa mémoire le souvenir que Mido est sa fille en scindant sa personnalité en deux. Mido retrouve Oh Dae-soo, lui dit qu'elle l'aime et l'embrasse. Oh Dae-soo sourit, mais ce sourire se transforme en une grimace douloureuse. Ouah, ok, bon, alors déjà, merci Wikipédia. Effectivement, à part 2-3 petits éléments de ce résumé, c'est en grande majorité du Wikipédia. Désolé, mais malgré le fait que j'ai voulu l'écrire plusieurs fois, d'ailleurs je l'ai écrit plusieurs fois ce résumé, j'ai dû faire une quinzaine d'essais et pourtant je n'y suis toujours pas arrivé, ça fait plusieurs mois que je planche dessus. Et je trouvais que le résumé de Wikipédia était très largement assez complet comme ça, contrairement au résumé par exemple de ma dernière chronique, de ma dernière grosse chronique sur Punk Rock Jesus, où là le résumé vraiment ne racontait pas grand chose d'intéressant, enfin le résumé du livre, là le résumé de Wikipédia fonctionnait parfaitement. Donc, pourquoi ce film est bon ? Eh bien, pour ça, vous savez, j'ai dit qu'on allait reparler d'une scène en particulier, la scène de son incarcération qui dure 15 ans. Eh bien, on en reparle là maintenant. C'est effectivement une scène symptomatique du talent du réalisateur. Pourquoi ? C'est une scène d'entraînement durant sa séquestration. Ça, c'est ce que vous savez. Mais je vous ai dit rapidement, c'est qu'il y avait une télévision. Cette télévision permet de donner des informations, et donc des repères temporels à Oh Dae-soo. Donc, son incarcération a duré 15 longues années, et durant ces 15 longues années, en Corée du Sud et dans les pays aux alentours, il s'est passé assez d'événements pour que Oh Dae-soo, pour que la télévision sud-coréenne doive en parler, et donc que Oh Dae-soo soit mis au courant. Voilà des petits détails qui permettent à tout le public sud-coréen, et voire même du monde entier pour certains événements, de se rendre compte de quand et surtout de la longueur de son incarcération. Effectivement, quand on parle du 11 septembre 2001 par exemple, pour parler d'un événement qui est connu mondialement, on peut se dire oui, c'était il n'y a pas si longtemps. Non, c'était il n'y a pas si longtemps, nous sommes en fin 2017. Ouais, ça fait déjà 16 ans. Ça fait déjà 16 ans. Au moment où j'enregistre, on n'est pas encore en novembre, mais on va fêter le 16e anniversaire, si on peut appeler ça comme ça, du 21 septembre. Voilà, c'est ce genre d'informations, quand le public réfléchit sur les informations, c'est fait exprès, je pense. Effectivement, c'est ce genre d'informations qui permet au public de se rendre compte de la durée et de la longueur du temps qu'il est resté enfermé. Donc, on a ces repères temporels, mais de plus on a des repères visuels. Par exemple, Oh Dae-soo maigrit et s'endurcit. Ses cheveux et sa barbe poussent et deviennent de plus en plus poivre et sel. Les tatouages apparaissent à partir de 6 ans sur le dos de sa main. Tout ça, ce sont des repères temporels. Tout ça, ce sont des repères qui nous disent « Tiens, il change. » Et ça prend du temps de changer. De plus, il y a quelque chose qui m'a assez marqué. Tiens, je l'ai pas noté, donc à mon habitude, je vais faire une petite improvisation. Il y a quelque chose qui m'a assez marqué dans ce film, c'est les mains de Oh Dae-soo. Alors vous savez qu'il y a des marques qui s'est fait au tatouage, donc le mec il a pas fait ça n'importe comment, c'est-à-dire il a pris de l'encre, une aiguille et aïe, voilà.
Mais non, 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 moi je parle de marques, pour ceux qui font des sports de combat, vous savez très bien, et pour ceux qui ne le savent pas, vous devez vous en douter, que lorsqu'on frappe une surface trop solide pendant trop longtemps, des marques apparaissent sur le dos de la main, même si on est protégé. Eh bien, Hodaisu n'était même pas protégé et a frappé un mur en béton armé directement. Donc, autant dire que ça laisse des traces. Ouais, ouais, ouais. C'est simple, on regarde le haut de ses phalanges, entre le moment, là où les doigts s'individualisent de la paume de la main, enfin là sur le dos de la main, on voit des marques rondes, aplaties, grises, voire noires, qui montrent en fait, ça se voit qu'il a souffert. Ça se voit qu'il a fait ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça se voit, c'est évident. Et durant tout le film, c'est pas, même si c'est voulu, en tout cas sur moi ça n'a pas agi comme ça, c'est pas les marques qu'il a sur le dos de la main qui m'ont fait penser au fait qu'il a été enfermé pendant 15 ans. Non, non, non. Non, moi ce sont ces marques sur ses mains, de fait qu'il ait frappé son mur sans relâche. Ouais, ouais, ça, ouais. Ouais, ça c'est marquant pour moi. Parce que j'ai fait pendant longtemps des sports de combat, de mon côté personnellement, et donc je sais ce que ça fait. Je m'en rends compte, et ça, pour tous ceux qui font des sports de combat et qui regardent ce film, je pense qu'ils ont la même réaction que moi, c'est-à-dire c'est ce repère-là qui nous rappelle putain il a souffert. Et sans aucune raison. Enfin, à ce moment-là, il ne connaissait pas la raison du moins. De plus, la télé ne lui sert pas que à avoir des informations, non. Parce que savoir frapper contre un mur pour s'endurcir, c'est une chose, faire des pompes, c'est une chose, mais ça ne sert pas à savoir se battre. Et lui, ce qu'il veut, c'est une revanche physique, et pour ça, il a besoin de savoir se battre. Comment il fait ? Le sport à la télé. Et ouais, il y a des matchs de boxe qui passent à la télévision sud-coréenne, et il s'en sert pour se battre. Enfin, pour apprendre à se battre, en frappant sur un mur. Et... fusil de Tchekhov. Donc, je vais parler, je pense en avoir déjà parlé, du fusil de Tchekhov. Et punaise, en fait, je vais parler de pas mal de notions de cinéma durant cette chronique, ça fait plaisir. Donc, le fusil de Tchekhov, qu'est-ce que c'est ? C'est simple, Anton Tchekhov, nous dit... alors, lui, il a fait du théâtre, mais ça s'applique au théâtre comme au cinéma, comme à beaucoup d'histoires en général. Donc Anton Tchekhov nous dit que si un fusil est posé sur un mur et bien décrit durant le premier ou le deuxième acte d'un film, ou d'une pièce, ou d'un livre, ou quoi que ce soit, alors il doit être utilisé durant le troisième ou quatrième acte. Sinon, il n'a aucune raison d'exister. Voilà, donc... certes, c'est un fusil de Tchekhov un peu maladroit, parce que, bon, déjà, il n'a pas dû être fait vraiment comme ça, mais, comment dire, il s'entraîne et c'est pas pour rien. On sait qu'il va y avoir de la bagarre, mais c'est pas un film d'action, c'est pas un film de bagarre, c'est pas... Non, non, non. Il y a très peu de coups de feu qui sont tirés, je crois que le seul coup de feu qui est tiré, c'est au moment où Lee Wo-jin se suicide. Il y a pas énormément de combats non plus, je veux dire, à part la scène du marteau et 2-3 autres scènes qui sont encore plus courtes, il y a très peu de scènes de bagarre, je veux dire, bon, voilà. Mais, cela n'empêche, il s'est pas entraîné pour rien. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Bon, c'est vrai, oui, la violence c'est pas bien, blablabla, mais le mec il s'est entraîné pendant 15 ans. Tant mieux que ça lui ait servi, quoi. Enfin bref, tant mieux pour lui. Donc, tout ça pour dire que cette scène est symptomatique du talent et de la maîtrise du réalisateur, et surtout de ce que le réalisateur a voulu insuffler dans son film. En fait, c'est simple, il a fait simple, c'est épuré, et donc, de sa simplicité, ça se comprend de tous. Je suis même sûr qu'en fait, un sourd peut comprendre le film dans sa quasi-intégralité. Bon, ce fut un peu mon défi d'une certaine manière, vu que je l'ai regardé en langue originale, en tout premier lieu, sans sous-titres. Et non, je ne parle pas du tout sud-coréen. Mais ensuite, j'ai dû le regarder quand même pour être sûr de bien tout comprendre. J'ai dû le regarder en anglais, sous-titré français. Et bah, au final, j'étais pas loin. Non, non, c'est effectivement, j'avais deviné j'avais compris la plupart des choses que le réalisateur avait voulu mettre dans son film. Voilà. Donc, je pense qu'il a très bien joué ceci. Bon. Sinon, on peut parler de l'esthétique, c'est vrai. L'esthétique m'a beaucoup fait penser à Battle Royale, donc c'est une autre adaptation de manga, mais qui, cette fois, est japonaise. À la différence que je trouve Old Boy beaucoup plus éprouvant, mature,
à regarder, car je trouve l'histoire et les personnages plus proches, sûrement dû au fait que le personnage principal est humain, et que ses motivations sont parfaitement exposées. Alors là encore, il y a du pinaillage, c'est-à-dire dans Battle Royale, bien sûr ce sont des êtres humains, mais je veux dire, c'est Battle Royale, ça parle d'enfants d'enfants adolescents qui doivent redevenir des bêtes pour s'en sortir et survivre. Ou alors de se surpasser dans leur humanité, de devenir plus intelligents et d'esquiver tous les problèmes. Ce qui au final n'est pas possible, donc ils sont obligés de devenir des bêtes. Là, il n'est pas obligé de devenir une bête pour avoir sa vengeance, mais il devient une bête. Et c'est là, je trouve que le film Oldboy a beaucoup plus compris, donc le manga aussi, mais là je parle des films. Donc le film Oldboy pour moi a beaucoup plus compris les relations entre êtres humains et la manière de réflexion d'un être humain que Battle Royale. Et pourtant j'aime beaucoup le premier Battle Royale, et je n'ai pas vu le second, mais il paraît que c'est une merde. Donc parlons du premier, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux parler de quoi? Ah oui, ça c'est un point assez important. Il y a un moment, on se retrouve à se dire que Hodaesu est horrible et que Lee Woo-jin est juste un homme blessé qui a les mêmes motivations vengeresses que sa propre victime. La place du bourreau et de la victime est complètement inversée. Alors ça peut faire penser un petit peu à la thématique du maître au valet dans le théâtre du 19e siècle. Théâtre français du 19e siècle, bon. Comment expliquer ça rapidement? En fait, dans ce théâtre, il peut y avoir... Souvent c'est durant des comédies, c'est rarement des drames, mais il peut y avoir une place où le maître et le valet, son servant, échangent leur place. Donc le valet devient le maître et le maître devient le valet durant une période limitée, ce ne sera pas pour toujours, et donc en fait le valet est très content d'être à la place du maître, parce qu'il vit la vie de son maître, la vie d'un roi, la vie d'un seigneur, enfin ce genre de vie quoi, d'un duc, d'un baron, tout ce que vous voulez, d'un bourgeois, alors que le maître, lui, devient un valet. Souvent, il devient valet, c'est souvent le maître qui fait la demande, parce qu'il devient valet pour pouvoir espionner quelqu'un, espionner par exemple les faits et gestes de sa fille ou de son amant, tout ce genre de choses. Il y a toujours un prétexte, c'est souvent le maître qui demande à être valet. Mais, une fois que c'est fini, le maître, qui était valet, redevient maître, il reprend sa place. Mais le maître, pendant qu'il est valet, il est pas content. Non, parce qu'il doit quand même jouer le valet. Ouais. Donc c'est pas rien, pour un bourgeois du 19e. C'est triste pour lui. Je sais pas, j'arrive pas à avoir d'empathie bizarrement. Enfin bref. Non, tout ça pour dire que ça c'est le théâtre du 19e. Qu'est-ce que c'est Oldboy par rapport à ça? Oldboy, c'est le théâtre du 19e, sauf que là ni le maître ni le valet veulent être à leur place. Quand tu vois Lee Woo-jin, il est pas content d'être riche. Il est pété de thunes. Pété de thunes, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est certainement le chef d'une putain de mafia. Que d'ailleurs Hodaesu va carrément réussir à désintégrer vu qu'en fait il meurt et qu'il a tué la moitié du staff. Mais bon, Hodaesu est pas content d'être emprisonné. Il est pas non plus content d'avoir dit à tout le monde que Suha et Lee Woo-jin, frères et sœurs qu'ils étaient, couchaient ensemble. Lee Woo-jin n'est pas non plus content de faire du mal à Hodaesu, même pour se venger. C'est juste qu'il est tellement omnubilé par cette affaire et il a juste envie de rendre la monnaie de sa pièce à Hodaesu. Enfin, voilà quoi. Aucun des deux ne va arriver à être heureux. Même si Hodaesu, à la fin, a envie de devenir amnésique, d'oublier toute cette histoire et de rester avec Mido, qui du coup est sa fille. Alors il fait ça pour la protéger. Mais faut avouer que c'est quand même vachement bizarre. Ouais. Enfin bref. Tout ça pour dire, il n'y en a pas un des deux qui est heureux dans toute cette histoire. C'est horrible, ça parle d'une autodestruction. Enfin bon. Pourquoi ce film, selon moi, bien évidemment, est bon pour tout le monde? Eh bien, parce que l'histoire peut toucher 99% des êtres humains, et je pense, si elle pouvait le comprendre, d'autres espèces animales assez proches de nous. Effectivement, je l'ai déjà dit, l'histoire est simple, c'est juste deux hommes qui veulent se faire justice eux-mêmes, ce qui les amène à l'autodestruction. C'est brillant. J'ai eu un ressenti similaire aux 8 salopards de Quentin Tarantino. Enfin, très différent, mais aussi très similaire pour certains ressentis. Surtout celui de l'autodestruction, qui est le thème en fait commun entre les deux films, et du fait que j'essaie toujours de me mettre à la place des personnages dans un film. Tous, et donc je les comprends, ça s'appelle l'empathie. Ce film n'est pas à mettre entre toutes les mains, par contre.
Et non, c'est violent par moments. Rare certes, mais violent. Il est éprouvant dans son histoire et dans son esthétique. Non, il n'est pas uniquement violent physiquement. Il est violent dans sa morale. Il est violent dans sa réflexion. Enfin bref. Depuis peu, j'ai acquis un livre. L'anatomie du scénario de John Truby. Ce livre explique à tous ceux qui veulent être auteurs la place du héros, de son désir, de l'antagoniste et de tout ce qui compose l'univers d'une histoire. Ce qui lie tout ça et comment les mettre en forme afin d'apporter un récit moralement authentique et une histoire cohérente et qui plaira à tous en étant personnel et grandiose. Alors, évidemment, ce livre donne des clés et sûrement que j'en parlerai dans une autre vidéo un peu plus intensément. Alors que j'écris, je n'ai pas encore fini ce livre, je n'en suis qu'à la moitié. Cependant, il m'a déjà appris beaucoup de choses, à moi qui suis créateur, et je me rends compte que Oldboy a un scénario qui est presque parfait, en tout point expliqué. C'est du génie d'écriture, et cela ne m'étonnerait pas que le scénariste d'Oldboy ait lu ce livre. On dirait presque qu'il a fait exprès d'en suivre toutes les règles à la lettre. Alors attention, je ne dis pas que ce livre a la vérité absolue sur comment écrire une bonne histoire, car le cinéma est un art et est donc subjectif. Et je dis encore moins que le scénariste de Oldboy l'a lu et en a suivi rigoureusement les règles. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est dicté par ce livre tient de la logique. Pourquoi on ne peut pas faire du méchant un être purement diabolique? Ça se fait, mais pourquoi ce n'est pas pertinent? Car il n'aurait que peu de consistance et nous n'aurions ni estime ni empathie pour lui. Or, un bon antagoniste doit être estimé et compris du public afin que ce dernier se fasse sa propre réflexion et son propre avis sur le débat moral de l'histoire. Voilà un exemple d'une règle de logique indiquée par ce livre par exemple, mais le livre lui-même dit que ces règles ne sont pas absolues. Cependant, dans 90% des histoires, la qualité n'en sera que plus grande si les histoires respectent ces règles. Et franchement, je le pense très fort. Ouais, c'est dans la logique, et moi qui ai fait un bac scientifique, tout ce qui est logique, voilà, c'est un peu plus mon dada que la réflexion métaphysique de quoi que ce soit. Bon, suite à ça, j'ai fini à peu près mon analyse, mais pas tout à fait, non. Et pour la finir complètement, je tiens à faire référence à Karim Debache. Oui, bon, j'en ai déjà parlé dans cet épisode, mais justement, je vais parler de pourquoi j'en ai parlé. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, et non, c'est pas fini parce que j'aime beaucoup ce monsieur. Et toute son équipe, bien évidemment, Gilles Stella, Jérémy Morvan et tout le reste. Alors, donc je tiens à faire référence à Karim Debache et ses potes, pour l'une de ses critiques, l'un de ses crostes, celle de Dead or Alive. Il me semble, du moins, ou en fait c'est là qu'il parle de la scène du marteau de Oldboy. J'en parlais vite fait tout à l'heure, et c'est grâce à lui que je me suis maté ce film pour la première fois. Donc Karim, si tu me regardes, même s'il y a très peu de chance, je tiens à te remercier. On se retrouve donc pour les deux musiques que j'ai choisies pour cet épisode qui commence à durer. Du minibar. Je suis Robobar, le petit roi du minibar. Et on se retrouve pour les deux musiques que j'ai choisies pour cet épisode. Donc, la première musique est Le chaos de la philosophie de Hubert Félix Thieffen. Tant qu'à parler de Thieffen, de Hubert Félix Thieffen, autant parler de ma chanson préférée car c'est celle de mon enfance. Donc la nostalgie joue beaucoup. Sa plus connue doit sûrement être La fille du coupeur de joint. Je peux vous conseiller toute sa discographie et surtout si vous voulez s'ouvrir... je recommence, je vous conseille toute sa discographie, surtout si vous voulez ouvrir assez souvent tout ce qui est dictionnaire, encyclopédie, des bouquins d'histoire, enfin bref, internet, que ce soit clair. Car le mec en fait est complètement perché. Et pour tout comprendre, faut bien ça, des fois. Mais les mélodies, la rythmique et sa voix puissante et particulièrement intrigante suffisent à donner envie d'écouter les autres chansons. La deuxième musique est Shipping Up to Boston des Dropkick Murphys. Donc, cette musique n'a rien à voir avec l'épisode, encore, mais je voulais vous donner un moment plein d'énergie, et cette musique est un bon moyen de se motiver pendant plusieurs heures après son écoute. Bon, cette chronique est finie. Pour moi, ce film peut être compris par tous sur tous les plans. Son interprétation de la vengeance nous touche et surtout nous chamboule en fait. Tout comme la vengeance elle-même. C'est
un petit peu une mise en abîme. Bon, petit mot de la fin, plutôt niais. Ça va pas être très long, ça fait un peu Miss France encore une fois, mais ne cherchez pas à vous venger. À la prochaine tout le monde.